de cette France en colère. Salut Maxime, ça va? Oui, alors on est tous marqués par ces images impressionnantes d'émeutes en plein Paris. Images qui, on en parlait avec Gérard Noiriel, tournent en boucle sur les chaînes info depuis hier. On va essayer avec vous Maxime de comprendre comment on en est arrivé là, en écoutant cette France et cette colère dont l'immense majorité n'a pas participé à ces violences hier, Maxime, on le rappelle. Oui, et pour la rencontrer, cette France en colère, il fallait prendre sa voiture et quitter Paris, rouler vers l'un des points, de centaines de points de blocage qui restaient cette semaine en France. Alors moi, j'ai pris la direction jeudi de la Normandie et je me suis arrêté sur l'autoroute A13 au péage de Debouville, dans l'Eure. Toute la semaine, les gilets jaunes que j'ai rencontrés ont choisi un mode d'action populaire auprès des Français, opération péage gratuit. C'est gratuit, on en profite. C'est gratuit, enlève-le. Derrière, bon courage, bonne journée. C'est gratuit aujourd'hui. Oh, t'as rien gentil. Allez. Bonne route. Bon, alors j'ai passé du temps avec ces gilets jaunes pour comprendre qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire là et passer toute la semaine sous le froid, la pluie, avec des températures qui frôlaient les 0 degrés. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est la solidarité et surtout le plaisir qu'ils ont de se retrouver sur ce péage. Je viens quand j'ai fini le travail. Quand je suis du matin, je viens l'après-midi. Quand je suis l'après-midi, je viens du matin, et ainsi de suite. Ce que j'aime, c'est que tout le monde est solidaire. Nous, on a été à Évreux. Les gens nous ont ramené à manger, etc. On a tout relayé. C'est vraiment génial, vraiment une belle aventure. Alors toute la semaine, ces gilets jaunes, ils se sont relayés pour tenir ce péage. Et jeudi, j'ai pu le constater, les forces de l'ordre laissaient faire. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est le nombre de femmes qui participent à ces actions. C'est le cas d'Ingrid, elle est aide-soignante, elle gagne 1 250 € par mois et elle a 2 enfants qu'elle élève seule. J'ai voté Macron, donc je tiens à le dire. Maintenant, je regrette parce que je me rends compte que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. On nous parle de taxes, on nous parle de tout ceci, tout cela, mais nous, concrètement, on s'en fout. On est des travailleurs qui, au 10 du mois, n'avons plus d'argent. Payer des fringues aux gosses, ça devient difficile. Payer nos factures, ça devient difficile. On ne sait plus comment on va faire les courses, et je parle pour moi, mais je parle aussi pour mon entourage, et c'est de plus en plus récurrent. Soit on est très pauvre et on a quelques aides, et encore on s'en sort moyennement, soit on est dans la classe moyenne et on en chie sévère. Alors Ingrid, comme beaucoup de gilets jaunes, elle n'a jamais manifesté de sa vie. Et malgré les risques qui pesaient sur la manifestation parisienne, elle a pris hier le train matin direction la gare Saint-Lazare. Comme tous les gilets jaunes, elle s'est rendue sur les Champs-Élysées où la manifestation était pourtant interdite. On est nombreux, très nombreux. On ne sait pas trop comment ça va se développer. Je vois qu'il y a énormément de CRS. Voilà, on est très cantonnés. On n'a pas trop la liberté de se mouvoir, donc on va voir. Alors elle a fait une centaine de kilomètres, Ingrid, pour rejoindre Paris, et ce n'est pas la seule. J'ai rencontré des gens qui venaient du Morbihan, de l'Isère, de Picardie. Ils sont chômeurs, artisans, ouvriers, retraités. Et hier matin, très tôt, ces gilets jaunes, ils ont reproché au CRS d'employer massivement et rapidement des gaz lacrymogènes. Vous êtes notre police. Rappelez-vous l'article. C'est nous que vous devez protéger, c'est même pas cette politique-là. Arrête contre vous, laissez-nous juste passer. Arrêtons, c'est fait gazer 2 fois déjà. On vous a pas gassé, nous. 2 fois, j'ai pris la gueule. On vient d'arriver, monsieur. 2 fois. On vous a pas gazé encore, nous. Non, je vais gazer. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. Alors Ingrid, je le rappelle, elle est aide-soignante, donc elle avait prévu quelques gouttes pour les yeux pour venir en aide aux manifestants. C'est ce qu'elle a fait, elle est venue en aide aux manifestants. Mais elle-même, elle n'a pas été épargnée par les gaz lacrymogènes. Écarte-vous. J'aurais jamais cru me faire autant gazer, quoi. Voilà, la plus belle avenue du monde. Bon, Ingrid, elle était un peu déçue de la tournure qu'a pris la manifestation d'hier. Mais pour la grande majorité des gilets jaunes que j'ai rencontrés, ça ne les décourage pas. Il y a 2 semaines, je tournais à Dole, dans le Jura. La semaine dernière, c'était à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Tous ces gens, je les ai rencontrés hier sur les Champs-Élysées. Et ils m'ont tous dit que pour eux, le combat continue. RTL annonce ce soir d'ailleurs que 5 porte-paroles nationaux vont être désignés pour coordonner le mouvement. Et la semaine prochaine, des réunions vont être tenues dans chaque région avec des porte-paroles de chaque département. Ça va commencer dès lundi. Samedi prochain, une nouvelle manifestation est aussi annoncée. Alors pour continuer à en parler, j'accueille Ingrid Levavasseur que vous avez suivi, Maxime, toute la journée d'hier, et Priscilla Ludowski, devenue en quelque sorte l'une des porte-paroles de ce mouvement. Et elles sont ce soir les invités de ces politiques. Bonsoir à toutes les deux, mesdames, soyez les bienvenues.
Installez-vous. Priscilla Ludowski, merci d'être là. Vous êtes à l'initiative de la toute première pétition par laquelle tout a commencé, la pétition contre la hausse des taxes sur le carburant, qui a été signée. On est autour d'1 million de signataires au moment où on se parle. Et vous êtes aujourd'hui une sorte de porte-parole. On va parler de la question des leaders et des porte-paroles dans un instant, suite à l'information que nous donne Maxime. Et vous habitez en Seine-et-Marne et vous êtes la créatrice d'une marque de cosmétiques bio. Non, tout à fait. Pas tout à fait. Bon, alors corrigez-moi tout de suite, allez-y. Juste gérante d'une boutique en ligne de cosmétiques bio, mais Gérante d'une boutique en ligne. Ouais, bon, on n'est pas très loin. mais j'ai pas fabriqué les produits. Alors, Ingrid Levavasseur, bonsoir. On vous a vu dans le reportage de Maxime. Vous habitez donc dans l'Eure et vous êtes, vous, aide-soignante à Rouen. Pas de bêtises de ce côté-là. Vous avez un point commun, toutes les deux, c'est que vous n'êtes pas des militantes de longue date. Ça fait pas 20 ans, 25 ans que vous militez dans un parti politique. C'est la première fois que vous vous engagez aussi fortement dans un mouvement. Comment vous réagissez 24 heures après ce qui s'est passé hier sur les Champs-Élysées? Vous n'étant pas des militantes de longue date, ça devait être assez choquant pour vous. Comment vous diriez ça, Ingrid Levavasseur? Moi, clairement, comme j'ai pu le dire hier avec Maxime, j'ai été choquée. J'ai mis quelques minutes à assimiler la violence par laquelle on a dû faire face. On a été accueillis par les gaz lacrymogènes, il faut le dire clairement. On n'avait rien fait, on n'a rien demandé. Et on est arrivé en bas des Champs-Élysées. Et là, on a commencé à subir les gaz lacrymogènes. Accueillis par les gaz lacrymogènes parce que, on le rappelle, cette manifestation n'était pas autorisée à cet endroit précis, Priscilla Ludowski. Oui, mais la question, c'est est-ce qu'ils sont autorisés à agir de la sorte simplement parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation? Sachant que c'est pacifique et que vous avez des personnes qui chantent la Marseillaise, à quel titre on les arrose avec des gaz lacrymogènes? Il y avait des casseurs dans cette manifestation, on est d'accord? Pas. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être fait voler un peu votre journée d'hier? Non, pas du tout. Je pense que le message continue de passer. La manifestation du 17 était le début. Le début. La pétition, au départ, était un début de message. Le 17, ça a suivi. Toute la semaine, les régions se sont mobilisées, mais fortement, pour faire passer le message. Il y a des équipes qui se sont relayées. Voilà. Et le 24, ça a été encore une manière d'augmenter le volume. Voilà. Et effectivement, il y a toujours des casseurs dans chaque manifestation, c'est ce qu'on voit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'avec le nombre de personnes déployées au niveau des forces de l'ordre, et de voir que quand il y a quelques casseurs, ils ne sont pas immédiatement neutralisés. Pourquoi? J'ai posé la question au responsable de CRS, qui m'a bien fait comprendre que ça venait d'en haut, les décisions. Donc si on laisse s'envenimer les choses, c'est que c'est un choix. Ce que vous a dit l'un des responsables des CRS, c'est qu'on leur demandait de ne pas intervenir. Tout à fait. Pourquoi, d'après vous? Alors, en gros, pour qu'on voit des images de casse et que ça clairement. délégitime le mouvement? C'est comme ça que vous le comprenez? Voilà, c'est comme ça que je le prends. Quand vous avez des personnes qui arrivent, qui sont passives, qui sont des mères de famille, des pères de famille, vous avez des retraités qui arrivent, qui chantent la Marseillaise et qui se font arroser par des gaz lacrymogènes, et que quand vous avez des casseurs qui arrivent, on les laisse faire, et qu'à 15h30, on annonce seulement 13 interpellations, peut-être qu'il y a un problème. Et en même temps, le maintien de l'ordre, c'est un travail très compliqué. Si on se met dans la peau d'un CRS qui était hier sur les Champs-Élysées, c'était aussi pas simple de réagir et de rester calme. J'imagine que c'est pas simple, mais si nous, en tant que manifestants, on arrive clairement à identifier ces personnes-là, je pense que les CRS, vu que c'est leur métier, je pense qu'ils peuvent identifier encore mieux ces personnes-là que nous. Gérard Noiriel, on parlait tout à l'heure de la façon dont ce qui s'est passé hier sur les Champs-Élysées a été relayé par les médias. On parle trop des casseurs, selon vous, depuis hier matin? C'est évident, je veux dire, mais moi quand j'étais étudiant, quand on avait manifesté, c'était déjà comme ça. Donc, vous savez, moi j'ai été donc enseignant à Longwy pendant les grandes grèves de la sidérurgie. Il y avait une immense manifestation à Paris en 79 et déjà, la CGT qui faisait le service d'ordre avait même mis la main sur des gens qui avaient une carte de police et qui étaient, donc ce que vous dites, vous voyez, c'était tout à fait ça. Donc il y a une logique, faut pas non plus peut-être l'exagérer, mais quand même, il y a une logique objective entre les casseurs, les médias et le gouvernement qui peut essayer de décrédibiliser un mouvement social en disant, vous voyez, ça dégénère, la violence, parce qu'on sait que dans l'opinion, ça peut avoir des effets. Ça me paraît tout à fait évident. Enfin, c'est pas nouveau, mais ça s'applique toujours, oui. Ingrid Levavasseur, vous c'était votre première manifestation hier à Paris. Vous avez utilisé vos gouttes d'aide-soignante, lui disait Maxime. Est-ce que ça vous décourage ou pas de poursuivre ce mouvement? Absolument pas. Bien au contraire, je pense qu'il faut absolument que le gouvernement entende que l'on ne va rien lâcher. Bien au contraire, je pense qu'ils ont vraiment fait déborder le vase. On en a plus que ras-le-bol. On touche sans cesse à nos revenus. On vient nous voler dans nos poches l'argent qu'il nous reste pour nous nourrir. Clairement, c'est le message que je veux faire passer, c'est qu'on nous vole
l'argent qu'il nous reste. On n'a plus grand-chose pour vivre. Franchement, je demande à quiconque de vivre avec 1 250 € et 2 enfants, en travaillant 12 heures par jour, en rentrant à la maison, en s'occupant d'eux, et à finir les mois normalement ou, on va dire, décemment. Voilà, je rappelle que vous êtes aide-soignante dans une clinique à Rouen. Gérard Noiriel, vous relevez, vous, les points communs entre toutes les grandes révoltes populaires de l'histoire, dont celle des Gilets jaunes. Et vous dites que le principal point commun, c'est que l'objet initial des revendications, c'est à chaque fois ce que vient de dire Ingrid Levavasseur, la fiscalité. Oui, la fiscalité, ça a toujours été un enjeu extrêmement important dans l'histoire de France, parce que l'État, même français, s'est construit autour de l'impôt royal au départ, pour payer l'armée qui allait récupérer l'impôt après. Donc il y a une circulation. Maintenant, c'est plutôt la police, mais à l'époque, c'était l'armée. Et les premières grandes luttes populaires, c'est des luttes antifiscales, qui étaient motivées aussi par ce sentiment extrême d'injustice, puisque les nobles n'en payaient pas à cette époque-là. Et donc, ça a été un élément... et en même temps constitutif de l'identité populaire, puisque le tous ensemble, il fonctionnait. Et le peuple français s'est construit autour de l'impôt. Oui, autour de l'impôt. Et d'ailleurs, la Révolution française, c'est aussi le consentement à l'impôt, la citoyenneté, etc. Donc c'est un fil conducteur qui traverse les siècles. C'est ce que nous disait Thomas en préparant cette émission. Absolument. Le consentement à l'impôt, c'est peut-être une notion qui n'est pas très claire pour tout le monde, mais c'est essentiel. Il y a un sondage cette semaine qui a donné une information qui, moi, m'a beaucoup intéressé, parce que très intéressé, ça ne se dit pas. Ce chiffre, c'est un sondage qui donne que quand on demande aux gens, quand vous payez l'impôt, avez-vous le sentiment de faire un acte citoyen ? 46% des gens disent non. Alors ça peut sembler beaucoup, pas beaucoup pour certains, mais enfin, quand on connaît effectivement l'histoire de France, ça peut sembler un chiffre inquiétant, parce que vous, les Gilets jaunes, vous ne rejetez pas l'impôt en tant que tel. Ce que vous rejetez, c'est le fait que vous ne sachiez pas ce que devient votre impôt, une maternité qui ferme alors que vous payez l'impôt, ou bien que d'autres devraient payer davantage que vous. C'est souvent la question de la transparence et de l'injustice qui est au cœur de vos dénonciations et des critiques qui nous ramènent, je ne sais pas si vous le savez, mais à la Révolution française et en particulier à la Déclaration des droits de l'homme. Alors, la Révolution française, elle ne s'est pas faite contre l'impôt. Là encore, et même pas du tout, puisque c'était même l'idée de faire payer à tous l'impôt, aux deux ordres privilégiés, le clergé et surtout la noblesse. 3 semaines après l'abolition des privilèges, le 4 août 1789, c'était la nuit, était rédigée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, dans cette Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a un article, l'article 14, qui parle de vous. On va lire cet article 14 ensemble, puisqu'il pose le principe même. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Sous-entendu, si l'impôt est juste et transparent, il est alors librement consenti par les citoyens qui donc font un geste civique en le payant. C'est à peu près exactement ce que vous dénoncez aujourd'hui. Priscilla Ludowski, c'est ça ? Vous avez le sentiment de payer des impôts sans savoir pourquoi vous les payez aujourd'hui ? Oui, alors là, aujourd'hui, ça dépasse largement le carburant. Mais lorsque j'ai lancé la pétition, je parlais des taxes sur le carburant. Effectivement, lorsque j'ai vu que ça représentait 60%, donc on paye déjà. Et pas que pour la transition, du coup, puisque l'argument, c'est de dire on paye pour la transition alors que ce n'est pas totalement le cas. Et l'idée, oui, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui avec ces taxes-là et qu'est-ce que ça finance. Donc oui, la transparence, c'est clairement pas là. Maxime nous disait lors de sa chronique tout à l'heure qu'il y avait des porte-paroles qui allaient être nommés ce soir. Est-ce que vous confirmez ? Alors, ce ne sont pas des porte-paroles. On discute régulièrement avec les personnes qui organisent des manifestations en région. Et ça aurait pu être Ingrid aussi, hein, c'est juste qu'on ne se connaissait pas. Mais il y a beaucoup de membres actifs au niveau de la France entière. Donc voilà, on s'est pas mal réunis, on a pas mal discuté. On a beaucoup de personnes qui nous contactent via les réseaux sociaux ou par email. Et effectivement, il y a un besoin qui se fait sentir, c'est de pouvoir dire, voilà, nous, on a beaucoup de choses à dire, on est très en colère, mais on aimerait pouvoir avoir un canal de communication plus simple. Donc ça va se passer comment ? Alors, c'est en discussion. D'accord. Mais quand on dit qu'il pourrait y avoir 5... en fait, vous êtes très politique, ça y est. De toute façon, on aborde des questions politiques de toute façon. Non, je veux dire, quand on dit qu'il pourrait y avoir 5 porte-paroles qui seraient du coup en gros... Alors 5, 3, 4, c'est pas tellement l'importance. En tout cas, vous ressentez le besoin d'avoir des référents... Aujourd'hui, qu'il y ait des canaux de communication plus simples pour les personnes qui cherchent des informations, notamment sur les manifestations ou les horaires. Enfin, voilà, tout un programme au niveau des manifestations qui n'est pas forcément très bien relayé, parce que les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, du coup, d'un groupe à l'autre, on n'a pas forcément toutes les informations, et surtout, tout le monde n'a pas Facebook. Ingrid Levavasseur, c'est aussi l'idée de montrer que vous êtes un mouvement responsable après ce qui s'est passé hier. Tout à fait, responsable et pacifiste. Moi, clairement, je représente... je ne peux pas me permettre de dire que je représente les Gilets jaunes. Ce soir, j'apporte juste ma parole en tant que citoyenne. Je veux juste
parler au nom du peuple. On parlait tout à l'heure des nobles. Je l'ai mis sur mon gilet. Macron est pour les nobles pendant que le peuple crève à petit feu. C'est clairement ce qu'on ressent. On nous tape dessus, on nous tape dessus, on nous tape dessus. Quand j'entends taper dessus, donc... J'ai eu la preuve en direct hier avec les lacrymogènes, mais on nous tape aussi dans notre portefeuille et dans notre vie privée. Et du coup, je ne veux pas représenter les Gilets jaunes ni faire partie des élections, entre guillemets. Je veux juste parler au nom du personnel soignant qui est très mal représenté. Il y a eu la grève, malheureusement, qui est encore passée à la trappe des infirmières et des aides-soignantes. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément la possibilité ni le droit de manifester. Je représente les retraités, les chômeurs, les artisans, les libéraux et toutes ces classes, en fait, la classe moyenne qui est très mal représentée. Les écarts se creusent et en fait, on n'arrive plus à s'en sortir. Mon médecin traitant me le disait lui-même cette semaine. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que mon médecin traitant fasse partie de la classe moyenne. Et il dit clairement qu'effectivement, tout se creuse et tout va mal. Donc, tout va mal. Aujourd'hui, on est là. On n'en peut plus. Stop. Avant de vous demander ce qu'Emmanuel Macron... ce que vous attendez d'Emmanuel Macron et ce qu'il va vous proposer mardi. La question des meneurs, Gérard Noiriel, c'est fondamental, y compris dans vos travaux. Un mouvement sans meneur et sans leader, est-ce qu'il peut, durer ? C'est apparu clairement, aussi dans la gestion chaotique des manifestations, etc. Et c'est là que peut-être que l'histoire peut apporter aussi, dans toutes les expériences qui ont eu lieu par rapport à des mouvements qui venaient d'en bas, il faut des représentants, comment on les choisit, comment on les contrôle. La conception populaire de la citoyenneté, c'est ça. On choisit des représentants, mais ils ne sont pas à vie. C'est pour, voilà. Et donc, il y a un contrôle aussi des gens de là-bas sur ceux qui choisissent pour parler à leur place. Et il y a une circulation, une rotation, une diversité. Tout ça, ce sont des expériences qui ont existé déjà dans notre histoire populaire, que je raconte dans le livre. Je vous offrirai le livre de Gérard Noiriel, mesdames. Mais ce que vous montrez aussi, c'est qu'il est très important pour eux de choisir des représentants, c'est le mot que vous employez, respectables, parce que sinon les adversaires vont sauter sur les représentants pour affaiblir l'ensemble du mouvement. C'est vrai que c'est un enjeu majeur. Un enjeu majeur, et je dirais que ça vient même d'une inspiration. On le voyait bien hier aussi, en disant, nous, on est pacifistes, etc. C'est une inspiration à la dignité aussi, à représenter dignement le mouvement. Donc c'est un enjeu aussi, ça. Camille, la réponse politique, la réponse d'Emmanuel Macron. Déjà, contrairement à la semaine dernière, le président de la République s'est exprimé ce week-end. Oui, ça a commencé par un tweet hier à la fin de la journée de mobilisation, uniquement sur l'aspect sécuritaire. Je vous cite un extrait du message du président. Il a dit « Honte à ceux qui ont agressé les forces de l'ordre, honte à ceux qui ont violenté d'autres citoyens et des journalistes ». Et contrairement à la semaine dernière, où rien n'avait filtré, il n'y avait eu aucun commentaire de la part de l'Élysée, vous, les Gilets jaunes, vous avez réussi à faire sortir Emmanuel Macron de son silence parce qu'aujourd'hui, il s'est exprimé. Il l'a fait depuis Bruxelles, où il participait à un sommet européen pour valider l'accord sur le Brexit. Le président de la République qui a voulu envoyer un message à vous, à la France, des Gilets jaunes. Ce que cela montre, c'est que dans toutes nos démocraties, il est clair que notre devoir est de réussir à redonner aux classes populaires et aux classes moyennes des perspectives et une capacité à construire le progrès et à le construire pour eux-mêmes. Cette histoire de progrès, elle a structuré l'Europe durant les 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est fracassée sur la grande crise du milieu des années 70. Et force est de constater qu'à ce stade, nous n'avons pas réussi à construire un nouveau modèle de développement économique inclusif, comme on dit aujourd'hui, mais qui permet à ce qui est le socle de notre démocratie, à savoir les classes populaires et les classes moyennes, de trouver toute leur place. Alors, avant de nous dire s'il vous a convaincu ou pas dans cet extrait, on va compléter la réponse de l'exécutif du président de la République. La prochaine étape, c'est désormais dans 2 jours. Mardi, l'Élysée l'a fait savoir pour bien montrer qu'il vous avait entendu avec cette colère qui ne retombe pas. On l'a donc vu ce week-end. Le président de la République devrait faire des annonces. Alors, des annonces d'abord de mesures. Il ne faut pas s'attendre à un recul sur la fiscalité écologique, mais il devrait y avoir des nouvelles aides consenties pour cette France donc des Gilets jaunes qui réclament que des aides et d'être entendu. Et puis, le président, il devrait aussi annoncer la mise en place d'une nouvelle instance, un haut conseil pour le climat, une instance composée d'experts pour veiller à ce que le gouvernement respecte ses engagements écolos. Pascal Canfin, qu'on reçoit tout à l'heure, devrait en faire partie. Et puis enfin, le président, dernier point, veut souligner un virage dans sa méthode, revenir à cette horizontalité, à cette démocratie participative, montrer qu'il entend les Français partout sur le territoire. Matignon a donc
donc été chargé de réfléchir à une méthode, une manière de consulter les Français, les syndicats, les associations. Mais pour le moment, le format n'est pas encore arrêté. Alors, qu'est-ce que vous retenez des annonces possibles de mardi du président de la République, Priscilla Ludowski? Est-ce que ce que vous dit Camille est de nature à vous faire enlever votre gilet jaune et à aller discuter avec le gouvernement? J'ai envie de dire que moi, je n'avais pas le gilet jaune quand j'ai lancé la pétition il y a 5 mois et qu'ils ont un petit peu tardé à réagir. Voilà, ça fait un certain temps que moi, j'ai demandé à être reçu, notamment sur le sujet de la transition écologique, et que je n'ai pas été ni appelé, ni contacté pour discuter ou quoi que ce soit. Par contre, me censurer sur Facebook, ça, c'est souvent que ça arrive ces jours-ci. Donc, du coup, voilà, je me dis, est-ce que vraiment il y a une volonté de discuter ou pas? Voilà, ça, c'est ce petit bémol. Ensuite, pour ce qui est des mesures qui seront annoncées mardi, je suis curieuse de savoir ce qui va être dit. Voilà, parce que c'est difficile de se prononcer si on ne sait pas ce qui va être annoncé. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu des petites mesurettes, j'ai cru entendre quelque part, qui ont été annoncées. Pour moi, ce sont des pansements et on ne règle pas le problème à la source. Et si d'ores et déjà, il annonce qu'il n'y aura pas de recul sur la fiscalité, c'est qu'il n'a pas écouté. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il y a dans la pétition parce que c'est très long et très détaillé. Et voilà, je pense que voilà, on ne sait pas trop ce qui sera dit. Mais si le discours porte que sur la transition écologique, ça pose un souci, parce que ce n'est pas que ça. Les gilets jaunes, c'est beaucoup de choses. Mais honnêtement, si ça porte que sur la transition écologique, c'est un gros problème de communication. Ingrid Levavasseur, qu'est-ce qu'il peut vous dire, Emmanuel Macron, que ce soit mardi, mercredi ou la semaine prochaine, de nature à vous rassurer? Déjà, je pense que Emmanuel Macron a fait une grosse erreur, c'est de ne pas intervenir avant. Il a laissé gonfler le mouvement et la colère des uns et des autres. L'intervention du Premier ministre n'a fait qu'empirer. Maintenir le cap, ce n'était pas forcément les paroles à adopter. Moi, j'ai rugi de colère derrière mon téléviseur et je n'ai pas été la seule. Très clairement, j'ai eu des messages, des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi au départ et qui se sont joints au mouvement. Le mouvement ne fait que gonfler. Même s'il y avait moins de monde hier dans les rues qu'il y a une semaine? Mais pour moi, voilà, merci Priscilla, j'ai absolument pas l'impression, on nous parlait de 8000 manifestants. Alors, on parle hier de 90 000 personnes dans toutes les rues en France, contre environ 290 000 sur l'avenue des Champs-Élysées, c'était jaune de gilets jaunes. Clairement, c'est pas la question. Voilà, la question n'est pas là. Et puis, il faut voir aussi sur les réseaux sociaux, il faut aller échanger avec les gens. Moi, pendant une semaine, j'étais sur le péage de Deauville. La première journée, elle a été un peu violente, un peu mouvementée. Les gens ne comprenaient pas. Ensuite, on a essayé d'échanger. Moi, j'aime parler avec les gens, j'aime échanger avec eux, c'est un peu la base de mon travail. Et à ce moment-là, on a quand même eu quasiment l'intégralité des gens qui étaient avec nous, qui nous soutenaient, qui, de toutes les manières possibles et inimaginables, que ce soit par la nourriture, les paroles, par le sourire, ils étaient avec nous. On a vu les chiffres que Camille nous a montrés, 72%, voilà, 76%. Oui. C'est très parlant. C'est très parlant. Emmanuel Macron... Et dans son objectif, il reste cantonné à ce que lui pense. Est-ce qu'il imagine sincèrement qu'une voiture de 12 000 € avec, alors je dis 12 000 €, prime écologique déduite, est-ce qu'il pense sincèrement que moi, avec mes revenus de 1 250 €, je vais aller prendre dans mon argent 150 € pour aller payer une voiture électrique? Cette voiture électrique, qu'est-ce qu'on va faire des batteries électriques? On va aller les enfouir une fois de plus. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est l'un des grands débats du moment. Est-ce que l'électrique est vraiment plus propre que le diesel? C'est pas le cas. On est bien d'accord. On voit bien qu'apparemment, en tout cas, personne n'a vraiment la réponse ici, je pense, sur ce plateau. Mais vous pensez que ce n'est pas le cas? C'est une vérité. C'est une certitude. Ce n'est pas le cas. Et en plus, cette énergie, ces voitures électriques, on les recycle comment? On les recycle avec des centrales nucléaires. Qu'est-ce qui fait qu'on sortira de tout ça? À un moment donné, il faut qu'Emmanuel Macron réagisse et apporte de vraies solutions. Les vraies solutions, ce n'est pas de nous imposer les choses, c'est de nous les apporter tranquillement. Et en ayant moins de pouvoir d'achat, excusez-moi, Karine, en ayant moins de pouvoir d'achat, on ne peut pas envisager d'acheter un véhicule électrique, d'acheter une nouvelle chaudière, de changer les fenêtres de notre maison, puisqu'en fait, on n'a pas l'argent, point barre. Il peut nous parler d'aide. D'aide, c'est tout et rien, c'est un morceau de papier. Non, parce que la prime, c'est pas forcément pour que des véhicules électriques. Voilà, normalement, oui, mais c'est juste que ça a été détourné et parce que les gens n'ont pas les moyens, ils se dirigent vers le diesel. On va continuer à parler de l'électrique. Priscilla Ludowski, on continue à parler de ce mouvement avec un homme qui était dans la rue, lui aussi hier à Paris. Il avait pris le bus de chez lui dans la Somme pour venir à Paris. Le député insoumis François Ruffin est l'invité de C'est Politique ce soir. Soyez le bienvenu François Ruffin, je vous en prie. Installez-vous, député France Insoumise de la Somme.
Vous avez donc pris le bus hier de chez vous dans la Somme avec pas mal de gilets jaunes pour venir manifester à Paris. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes là, 24 heures après cette journée, où on a vu à la fois des manifestations très calmes dans toute la France et des images d'une très grande violence sur les Champs-Élysées? C'est quoi votre sentiment ce soir? Moi, je suis en tout cas heureux dans la durée. Enfin, moi, je ne regarde pas ce qui s'est passé hier spécifiquement, mais heureux dans la durée qu'il y ait une France invisible qui se rende visible. Moi, ça fait 20 ans que je suis reporter dans cette France-là, que je vois souffrir et se résigner depuis 20 ans. Et là, elle met son gilet jaune pour être visible même dans la nuit. Je peux que être en empathie vis-à-vis de ça. Jeudi soir, je suis passé par Albert, qui est un bled à 25 bornes de chez moi. Je m'arrête, il y a des gens qui sont autour d'un brasero. Donc à la fois, ça rappelle aussi les luttes quand une usine ferme. Les gens se mettent autour d'un brasero, ils viennent réchauffer leurs mains. Donc il y a un côté désespéré aussi d'être dans la nuit comme ça. Mais je vois au-delà des revendications matérielles et qui sont de l'ordre de la misère des fois, hein, quand même. Il y a un monsieur qui vit en bungalow l'été et qui vit dans un chalet l'hiver, qui touche 840 €. C'est un autre qui a perdu son boulot le midi même dans une entreprise de cartonnage et qui vient sur l'usine. C'est une personne qui a 1 000 € par mois, préparatrice de commandes, et qui se demande comment elle va pouvoir vivre. Donc il y a des revendications qui sont matérielles. Mais ce que je vois d'autres, moi, c'est... Je dirais, ça ne peut pas cacher des revendications presque plus spirituelles. Pour en parler. Allez-y. Il y a la reconstruction du lien social, parce que les gens se parlent. C'est quelque chose que j'avais déjà vu à Nuit debout. On pourra effectuer un comparatif éventuellement. Il y a, pour moi, un vrai sentiment d'injustice et donc un désir de justice. C'est habité par ça. Et donc il y a une blessure qui n'est pas seulement pour moi au porte-monnaie, qui n'est pas seulement au pouvoir d'achat, mais c'est la manière dont les dirigeants qu'on s'est choisis nous parlent. Et il y a une troisième chose, je pense, c'est un besoin de renouveau démocratique. Alors, on va parler de tout ça, mais c'est ce que vous dites, Gérard Noiriel, parce que François Ruffin disait qu'il y a aussi des demandes de gens qui sont dans la misère, mais pas seulement. Ce qu'on voit, et c'est la spécificité de ce mouvement, c'est que ce n'est pas uniquement un mouvement où il y a des couches populaires dans la rue. Oui, c'est ça. Bon, à la fois, tous les mouvements sociaux dans l'histoire ne sont jamais que économiques. Hein. Il y a toujours d'autres dimensions. On en a parlé tout à l'heure, de la dignité, des questions culturelles, du lien social, etc. Et là, effectivement, il y a cette connexion qui est faite entre ceux qui sont au cœur du mouvement qu'on a évoqué tout à l'heure et puis les autres mouvements. Donc toute la question, c'est aussi de donner un profil plus large, parce qu'il y a aussi des discours qu'on a entendus qui disaient les assistés, etc. Bon, il y a des gens qui sont... Dans l'histoire, on voit souvent que les plus démunis ne sont pas à l'avant-garde des luttes. Donc il faut un effet d'entraînement de façon à ce qu'ils puissent aussi participer aux luttes sociales. Luc, on a un élu avec nous sur le plateau, François Ruffin. Les élus qui ont été aussi très malmenés par une partie de ce mouvement des Gilets jaunes. Depuis plusieurs jours, des élus de la République sont la cible de certains, attention, on insiste bien, de certains Gilets jaunes sont principalement visés les députés de la République En Marche. Pas uniquement devant leur permanence, mais aussi devant leur domicile privé, comme ici dans l'Oise, devant la maison d'une députée de la République En Marche, Carole Bureau-Bonnard. Ils ne sont pas devant la permanence, c'est bien devant le domicile de la députée. Il y a eu plus grave. Une députée toujours, La République En Marche, a été particulièrement ciblée. Elle s'appelle Mireille Robert. Elle est députée de l'Aude. Depuis quelques jours, des messages sur les réseaux sociaux appelaient à s'introduire directement dans sa propriété, située en pleine campagne, indiquant même précisément comment s'y rendre. Et voilà ce qu'il s'est passé. La députée raconte elle-même sur Twitter hier matin, cette nuit, 40 hommes casqués et cagoulés se sont introduits chez moi, allumant un feu et proférant des menaces. 40 contre une famille sur un domaine isolé. Chapeau le courage. Enfui dès l'arrivée des gendarmes, cette dérive violente n'est pas acceptable. Condamnation unanime, évidemment. Le mouvement des Gilets jaunes dans la région s'est désolidarisé de cette action violente et la députée a porté plainte. François Ruffin, est-ce que c'est pour vous inhérent à ce genre de mouvement, inévitable, ou est-ce que c'est scandaleux, tout simplement? Oui, non, mais de toute façon, je veux dire, dans tout mouvement, il y a des dérives, il y a des gens qui vont trop loin et ainsi de suite. Donc après, je ne pense pas qu'il faille caractériser un mouvement par ses débordements. La masse de ce qui se passe dans le pays, c'est pas ça. La masse de ce qui se passe dans le pays, c'est des gens qui sont sur des ronds-points à discuter entre eux. Après se pose la question de comment atteindre une classe dont on a le sentiment qu'elle nous est devenue inaccessible. Et je pense que moi, c'est l'intérêt que j'ai vu à ce qu'il y a un quart qui parte de la Somme pour aller dans Paris. C'était rien. Un quart sur toute la Somme. Le gros des mobilisations, il est resté dans le coin parce que les gens n'avaient pas le moyen de payer 15,50 € du quart, parce que c'est pas une habitude que d'aller à Paris, tout ça. Mais c'est comment on se rend audible pour une France qui nous paraît, pour une élite qui nous paraît hyper éloignée, quoi.
Mesdames, ce que vient de dire Luc Hermann, est-ce que vous condamnez tout simplement et parfois ça va mieux en le disant, même si vous dites ça n'est pas l'ensemble des Gilets jaunes, mais est-ce que vous le condamnez ça? Personnellement, je le déplore, je le condamne. Effectivement, je suis contre la violence et je le dirai jamais assez. Je l'ai dit toute la semaine. J'ai fédéré dans ce sens mes compatriotes du PH2 de Bouville. Je ne tolère pas, et hier je ne tolérais pas non plus la violence. Voilà, aujourd'hui... C'est pour ça qu'il faut des porte-paroles et structurer le mouvement, Priscilla Ludowski, ou pas? Alors certainement, oui, mais en dehors de ça, oui, effectivement, c'est toujours... lorsqu'il y a des manifestations, il y a beaucoup de personnes qui viennent spécifiquement pour nuire, pour agresser. Et oui, effectivement, c'est condamnable, quoi. Une question sur la suite de ce mouvement. Donc on parle de structuration, de quelques porte-paroles. Est-ce que vous, par exemple, à titre personnel, vous êtes pour que ce mouvement, et pourquoi pas un jour, à terme, des élus, entrent dans le champ politique? C'est pas du tout la question aujourd'hui. On n'en est pas là du tout. C'est pas la question pour vous, mais ça l'est peut-être pour d'autres Gilets jaunes? Peut-être. Vous, c'est pas ce que vous souhaitez, en tout cas? En l'occurrence, non. Ingrid Levasseur? Pour ma part non plus, nous on veut juste être entendus et je pense que c'est pas du tout ce qui est prévu à l'avenir. Certains Gilets jaunes, responsables dans certains départements, souhaitent un référendum anti-Emmanuel Macron. Ça, par exemple, est-ce que c'est encore... Référendum, c'est une chose, anti-Emmanuel Macron, c'est autre chose. Référendum, pourquoi pas? Oui, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent qu'elles sont en manque de ça. En manque de la consultation de ce qu'elles auraient à dire. Ça revient vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai d'autres personnes, effectivement, qui directement disent qu'elles souhaiteraient voir Emmanuel Macron destitué de ses fonctions. Ça, il y a beaucoup de personnes qui disent ça aussi. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont très en colère. Et voilà, sur l'échelle de la colère, il y a des gens qui sont à un niveau où, voilà, ils ne veulent plus du tout de ce président. Et d'autres qui voudraient juste du changement et de la considération. Gérard Noiriel, ça en dit long quand même sur la crise de la démocratie représentative. Ben oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On est dans une profonde crise de la démocratie. Quand on voit l'écart qu'il y a entre les origines sociales des gens qui sont élus et la moyenne de la société française, on voit bien qu'il y a un décalage et que c'est pour ça aussi que ça génère la force de ce mouvement. Oui. La suite politique, François Ruffin, vous restez avec nous dans la deuxième heure, mais sur cette question-là, de la suite politique à donner au mouvement, est-ce que vous, par exemple, vous pensez que des femmes comme Priscilla Ludowski ou Ingrid Levasseur auraient leur place à l'Assemblée, ou pas auraient leur place, mais en tout cas devraient continuer le combat jusqu'à entrer à l'Assemblée? Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de Priscilla Ludowski, par exemple, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'absence de diversité de l'Assemblée nationale est flagrante, notamment sur le plan social. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ce que j'entends dans la rue, c'est pas que les gens ils ont envie d'avoir d'autres élus à l'Assemblée nationale. C'est rebattre les cartes du fonctionnement démocratique. Donc c'est une remise en cause que j'entends. Je veux dire, ce qui est écrit sur plein de chasubles, c'est Macron démission. Ce qui est, tu tends le micro, ce qui t'arrive comme slogan, c'est Macron démission au bout de 30 secondes. C'est ça, l'ère du pays est une ère dégagiste sur le terrain des Gilets jaunes, à mon avis. Hein. Donc c'est pas juste en disant, on va aller envoyer de nouveaux représentants à l'Assemblée nationale. J'y crois pas trop, quoi. Mais alors comment on fait pour changer les choses? On en parlera juste après 20h si vous voulez. François Ruffin. En tout cas, Gérard Noiriel, merci d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir accompagnés dans ces politiques. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. C'est publié chez Agone. 10 ans de travail et franchement, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci, mesdames, d'être venues sur ce plateau. On va continuer avec Maxime et dans cette émission à suivre ce mouvement des Gilets jaunes et sa mutation, voilà, ou pas sa transformation en mouvement plus politique. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt peut-être. François Ruffin, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec un philosophe et un écolo très courtisé en ce moment. Le regard sur cette crise du directeur général du WWF, Pascal Canfin, et d'Abdenour Bidar. C'est juste après la pause. À tout de suite.